Bonjour. Écoutez, on va commencer, hein. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints pour cette conférence. Simplement, juste pour vous signaler que cette conférence est enregistrée en audio et qu'elle sera disponible à J plus 24 heures en format podcast sur la plateforme Sidopulse. Voilà, pour si vous voulez la réécouter. Quand on a préparé cette conférence, il est ressorti que de plus en plus, on nous explique qu'électrifier le parc de véhicules, ça reviendrait à déplacer la pollution des véhicules vers les centrales qui produisent l'électricité. Ça, c'est une première chose. Et on se pose la question aussi de quel véhicule on va avoir, puisque certains de nos intervenants, je vais forcer le trait à dessin sur cette conférence pour bien expliquer, enfin en tout cas que les intervenants puissent expliquer les choses. Mais certains, m'ont décrit le véhicule comme une batterie sur roue. D'autres m'ont décrit le véhicule comme un smartphone sur roue. Donc on va essayer dans les 45 minutes qui viennent de traiter un peu toutes ces questions. Quel véhicule électrique pour demain, comment on l'alimente, comment est-ce que ça déplace la pollution ou pas, etc. etc. Donc je vais laisser, après cette introduction, nos trois intervenants se présenter dans l'ordre que vous voulez. Choisissez, je vous en prie, messieurs. Une courte présentation, s'il vous plaît. Alors je commence. Gilles Bernard, président de l'Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules. Donc Hervé Rivoilin, directeur marketing, stratégie et pilotage du plan mobilité électrique du groupe EDF. Et nous intervenons principalement sur 4 pays qui sont la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Italie. François Gatineau, président et fondateur du cabinet de conseil en mobilité électrique Mobilise et qui fait aussi bureau d'études techniques en cours de certification pour les infrastructures de recharge. Alors messieurs, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous poser une question un peu provocatrice, hein. Mais le véhicule électrique, plutôt smartphone à roulette ou batterie à roulette ? Alors moi je suis convaincu que c'est un smartphone sur roue, pas à roulette, mais smartphone sur roue. Pourquoi ? Parce que c'est un élément qui est doté d'une intelligence logicielle qui est énorme. Il y a plus de lignes de code dans un véhicule que dans un avion, notamment, et surtout dans sa conception nouvelle, c'est quelque chose d'assez simple à bâtir, mais néanmoins qui demande de nombreux services, qui doit être pilotable à distance, qui peut échanger avec son environnement à distance, et qui surtout permet des choses assez sympathiques, du type de pouvoir souscrire à une option ou d'enlever une option d'un des composants du véhicule. On le voit, c'est d'ailleurs ce que propose notamment Tesla, mais pas que. Chez Volkswagen, c'est déjà le cas. Vous pouvez souscrire des options sur les véhicules que vous prenez. Vous pouvez prendre un entrée de gamme et quelques mois plus tard décider de souscrire une option supplémentaire sur le véhicule pour sécuriser vos trajets, par exemple. Enfin, j'ai quand même envie, parce que je ne sais pas s'il y a des constructeurs automobiles ou des représentants du secteur automobile dans la salle, mais l'automobile, c'est quand même la liberté, c'est le plaisir, c'est l'évasion. Et donc ça, je crois quand même qu'il ne faut pas l'oublier. Après, maintenant, quand je me place avec ma casquette d'énergéticien et d'électricien, comme vous le savez, on a tout le temps, depuis Edison, on a expliqué que l'électricité était un produit qui ne se stocke pas. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça de stocker l'électricité. Et là, les électriciens voient arriver avec les yeux qui brillent plein de batteries, donc des capacités de stockage qui sont quand même assez colossales. On pourra y revenir, mais qui représentent dans quelques années, qui peuvent représenter plusieurs fois ce qu'on dispose en matière de steppe hydraulique, par exemple, pour stocker à travers de 2 bassins de l'énergie, à travers 2 bassins de niveaux différents. Et donc, forcément, à un moment donné, l'énergéticien et l'électricien, ils voient ça un peu quand même comme une batterie sur roue, avec quand même quelques complexités, parce que aussi ça change un peu son paradigme, puisque finalement l'électricité ne se transportait que à travers les câbles électriques, et donc à travers aussi une monopole de comptage ou autre qui est confié à RTE et puis à Enedis pour la distribution. Et là, à un moment donné, l'électricité, elle va effectivement pouvoir se stocker, et elle va pouvoir aussi
se transporter d'un point de consommation A à un point de consommation B sans forcément passer par les réseaux. Donc ça, c'est forcément des perspectives enthousiasmantes. Oui, moi je dirais que les deux mots sont effectivement très importants, smartphone et batterie. Et le développement massif de la voiture électrique, la substitution de la voiture électrique à la voiture thermique ne sera possible que grâce au numérique. On n'aurait pas pu, il y a 10 ans, il y a 20 ans, envisager un tel développement, notamment parce que la recharge des voitures électriques, la recharge de la batterie, n'a rien à voir avec la recharge du réservoir d'essence d'un véhicule à essence et ne doit pas être conçue d'ailleurs sur la base de cette expérience pourtant très prégnante pour tout le monde. On a tous vécu le rite de la station-service à essence et on veut retrouver son rite de la station-service à essence. Mais en fait, la recharge d'une voiture électrique ne se fait pas du tout de la même façon. Et il faut donc en fait accompagner le développement du véhicule de toute une série de services numériques pour aider le conducteur à gérer la complexité de cette recharge et l'aider à trouver les bornes et à assurer effectivement l'autonomie dont il a besoin. Alors, Hervé, vous l'avez dit, hein, effectivement, les énergéticiens ont peut-être les yeux qui brillent, mais si on convertit tout le parc de véhicules à l'électrique, est-ce qu'on aura assez d'énergie pour tout le monde ? Et puis, une deuxième question dans la question, est-ce que, du coup, on ne va pas multiplier les centrales électriques et, du coup, transférer la pollution des véhicules vers la pollution qu'émettraient les centrales, par exemple ? Oui, merci de poser cette question parce que c'est vraiment une question essentielle. Alors, faisons un peu de pédagogie. D'abord, non, il n'y aura pas de problème. Il y aura assez d'électricité. Ça, c'est on devrait revenir question. Maintenant, quand on rentre dans les détails, une voiture électrique qui parcourt 15 000 km par an, ce qui est à peu près finalement une moyenne un peu haute d'ailleurs de ce que font les véhicules français, on va avoir une consommation totale de 2,5 MWh. Alors 2,5 MWh, ça ne vous parle pas, enfin, je pense que pour peu c'est assez, mais en fait c'est grosso modo équivalent à la consommation du ballon d'eau chaude sur l'année pour une famille de 4 personnes. Donc on voit que c'est malgré tout, en fait, ce véhicule électrique est un véhicule extrêmement efficient, hein, parce que l'efficacité d'un moteur électrique n'a rien à voir avec l'efficacité d'un moteur thermique, hein. On a quelque chose qui a un usage qui est extrêmement efficient. L'autre point, c'est que dans le même temps, vous savez, la transition énergétique, ça ne concerne pas que le secteur automobile, hein, même si on sait que les transports, c'est 40% des émissions de CO2. Donc c'est extrêmement important de décarboner les transports, mais on poursuit aussi des efforts en matière d'efficacité énergétique, dans les bâtiments, dans tous les objets. Et donc on a plutôt tendance à observer une consommation des ménages qui décroît et qui va continuer à décroître. Et c'est indispensable que ça décroisse. Donc quelque part, il y a déjà ce premier phénomène qui fait qu'on n'aura pas de questions autour de l'énergie. Et il y a largement assez d'énergie pour alimenter ces véhicules électriques, hein. Si j'extrapole mon exemple d'un véhicule, quand on aura 10 millions de véhicules électriques en France, alors il y a encore un petit peu de chemin pour y parvenir, hein, même si on est sur une très très belle tendance et si c'est prometteur, on n'en sera encore qu'à peu près 25 TWh de consommation annuelle de l'ensemble de ce parc de 10 millions de véhicules, soit grosso modo entre 5 et 6% de la consommation totale française. Donc pas de question d'énergie, parce que dans le même temps, effectivement, les moyens de production s'adaptent. Puis alors, enfin, je veux dire, en France, on a quand même la chance d'avoir une énergie propre, hein, grâce aux renouvelables et au nucléaire, hein. On a une énergie qui est décarbonée à 97%. Et en aucun cas, enfin, on ne construit plus en France, et ça fait quand même un moment que c'est le cas, de centrales qui sont des centrales polluantes et qui sont des centrales qui émettent de CO2. Et ce qui va continuer à se développer, c'est, on espère, du développement du nucléaire et plus de renouvelables. Et il y a largement suffisamment de projets d'énergie renouvelable et de développement pour alimenter demain tous ces véhicules électriques, hein. Si je reprends des chiffres, quand on regarde l'ensemble des projets de développement d'énergie renouvelable à la maille européenne, il y a à peu près, dans les 15 ans qui viennent, à peu près 700 TWh de projets, ce qui permettrait d'alimenter à peu près 300 millions de véhicules électriques en Europe. Le parc actuel des véhicules, tout véhicule en Europe, c'est 270 millions. Donc il n'y a absolument aucune question sur ce sujet-là. Et on peut rassurer tout le monde, il y aura bien assez d'énergie pour alimenter l'ensemble de ces véhicules et d'énergie propre. Et je pense que la France, elle a particulièrement un rôle à jouer parce qu'elle a 2 grands constructeurs automobiles qui sont PSA et qui sont Renault. Et elle a effectivement ce mix d'électricité particulièrement décarboné
grâce aux centrales d'EDF, grâce aux acteurs du renouvelable. Donc, faisons de la France un grand pays industriel sur le développement du véhicule électrique. En revanche, il y a un enjeu de puissance, mais ça, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de smart charging. Il faut quand même que cet usage soit piloté. Merci beaucoup. Alors, François Hervé nous a rassuré effectivement sur les capacités énergétiques. On peut mettre des moteurs électriques dans les vélos, on peut en mettre dans les voitures, on peut en mettre dans les bus, on peut en mettre dans les camions. Donc, dans beaucoup de véhicules. Est-ce que les entreprises et est-ce que les collectivités sont prêtes pour ça ? Alors effectivement, on a beaucoup de véhicules, une offre de véhicules électriques donc, que vous avez décrit qui arrive sur le marché et qui nécessite d'être rechargés. Donc ça veut dire qu'on change complètement le paradigme, comme l'expliquait tout à l'heure Gilles, de la station essence et de la mobilité en tant que telle. Le principe qui prévaut, c'est de dire à l'arrêt, je me branche. C'est un nouveau paradigme, mais c'est un paradigme qu'on applique déjà. Je reprends l'exemple du smartphone, mais qu'on applique déjà quand on a nos fameux smartphones. C'est-à-dire que dès qu'on peut, on va prendre un petit peu d'énergie. Eh bien, le véhicule électrique, c'est aussi une opportunité pour faire ça. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on vient dans l'entreprise, on peut s'y recharger. Donc, l'employeur est en train de se doter de moyens, ou du moins, il va y réfléchir, de pouvoir se recharger. Quant aux collectivités, elles pensent aussi, évidemment, à répondre aux besoins des citoyens qui n'ont pas de parking chez eux, ou que ce soit en résidentiel collectif ou que ce soit en maison, et qui mettent leur voiture en voirie la nuit. Donc il faut pouvoir répondre à la fois à cette expérience utilisateur du salarié et du citoyen. Et ce n'est pas la même chose, et ça demande vraiment de nouvelles pédagogies, de nouvelles façons de leur parler, de les former, de leur expliquer les choses, et de pouvoir mettre à disposition vraiment un outil qui est hyper fluide, hyper simple à appréhender. Et là, on n'y est pas. Il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup. Gilles, quand on évoque ce sujet du véhicule électrique, on a parlé des énergéticiens, on a parlé des constructeurs auto. Pour faire du smart charging, il faut quand même un peu d'électronique et un peu de logiciel. Il faut faire passer des câbles, donc il y a du BTP. Ça fait quand même des métiers, des cultures différentes. Comment se structure et s'organise l'écosystème du véhicule électrique ? Alors en fait, il existe quand même depuis un siècle une industrie de l'électricité qui a eu largement le temps d'arriver à maturité, et notamment avec des métiers d'installateurs électriciens, de fabricants d'équipements électriques, etc. etc. Mais effectivement, ce qui est tout à fait nouveau, c'est de faire se rencontrer ces gens-là avec ceux de l'automobile qui s'ignoraient jusque-là complètement. Et il faut le faire en réussissant les difficultés que ça représente en termes d'usage du véhicule pour un conducteur qui passe du véhicule thermique à un véhicule électrique. Et donc il faut effectivement des nouveaux acteurs qui accompagnent l'utilisateur, parce que la façon d'utiliser un véhicule électrique, et notamment surtout de refaire le plein d'énergie du véhicule électrique, comme je le disais au début, n'est pas du tout la même que celle pour un véhicule à essence. C'est quand même assez compliqué. Il y a des concepts de socle de prise de courant qui répondent à une norme ou à une autre, à une forme ou à une autre. Il y a des concepts de puissance et d'énergie. Déjà, la différence entre les deux, il faut être un peu électricien pour le savoir, mais c'est pas dans la tête de tout le monde et c'est normal. Il y a aussi des questions de capacité de se recharger avec une borne d'un type donné ou une borne d'un autre type donné. Donc tout ça est très compliqué. Il faut aussi savoir où sont les bornes, il faut les trouver, il faut même peut-être pouvoir les réserver, c'est ce qui viendra un jour sûrement. Et tout ça, donc, ça demande que l'utilisateur soit accompagné par un fournisseur de services. C'est pour ça que nous considérons très important dans le développement de l'écosystème pour permettre le déploiement massif de véhicules électriques, l'émergence de ce nouveau type d'acteur qui est l'opérateur de mobilité, qui d'abord effectivement est là pour accompagner le client qui s'enregistre chez lui et l'aider à recharger son véhicule en lui trouvant les bornes, en les affichant sur
l'écran de sa voiture ou sur l'écran de son smartphone, et puis en lui disant celle-là, elle est bonne pour ta voiture ou celle-là n'est pas bonne pour ta voiture parce que elle se recharge pas à grande puissance, donc c'est pas la peine que tu y ailles, etc., etc. Donc il faut que tout ça soit pris en charge par l'opérateur de mobilité et qu'en même temps l'opérateur de mobilité évidemment soit connecté avec tout l'écosystème énergétique de recharge et en particulier avec ceux qui gèrent les bornes de recharge proprement dites. Voilà, donc c'est tout cet écosystème sur lequel nous travaillons ardemment à la FIREF pour qu'il fonctionne de manière complètement interconnectée avec une capacité de communication en temps réel qui soit à la hauteur des besoins des clients, de la réactivité attendue par les utilisateurs de véhicules et de la sécurité et sûreté de recharge, d'autonomie dont a besoin l'utilisateur. D'accord. Alors, vous l'avez compris, hein, je force un peu le trait sur cette conférence, mais pour permettre aux intervenants de me corriger. Moi, j'ai eu un copain qui est passé assez rapidement au véhicule électrique et il m'a dit ouais, tu comprends, Tesla, c'est trop bien. Il y a un gros iPad au milieu. En plus, ça se recharge super vite. Ça se met à jour tout seul, c'est trop génial. Et puis, alors récemment, Elon Musk a même envoyé une Tesla dans l'espace. Alors, Hervé, vous avez par exemple cité nos deux constructeurs français, Renault et Peugeot. Est-ce qu'on a une carte à jouer par rapport à ces grands Américains sur le véhicule électrique? Ma question est un peu provocatrice, j'avoue. Oui, enfin, je pense que Tesla est quand même, c'est quelque chose qui a été très décrié, qui a été regardé de loin par les constructeurs automobiles, pas toujours dans des termes très sympathiques. Je pense qu'il n'y a pas de directeur financier chez Tesla, c'est-à-dire qu'il y a quand même un acteur, quelqu'un qui est visionnaire, qui a investi pendant des années son argent à perte avant, mais qui, quelque part, a ouvert une voie. Donc, celle-là, elle est intéressante. Et il a pris le problème, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, plus par l'IoT, par l'informatique. C'est quand même plutôt des gens qui viennent de l'high-tech que des gens qui savaient fabriquer des voitures. D'ailleurs, je veux dire, quand vous regardez les réseaux sociaux, la qualité n'a pas toujours, au moins au début, au rendez-vous. Après, le monde de l'automobile est un monde qui fait beaucoup appel à des sous-traitants, à des ensembliers. Aujourd'hui, il y a des bureaux d'études. Enfin, je veux dire, cette compétence, elle est finalement un peu plus facile à assembler. Bon, mais il y a quand même des questions d'usine et de production. Donc, Tesla a ouvert une voie qui est extrêmement intéressante, que les constructeurs européens ne la regardaient pas tellement, tant qu'ils n'avaient pas non plus les obligations issues des normes européennes CAFE, tant qu'il n'y a pas eu le Dieselgate entre nous, qui a quand même remis au centre du débat cette question des émissions de CO2 des véhicules neufs. Maintenant, je pense que le virage est pris, et on le voit d'ailleurs, enfin, si vous regardez la publicité à la télé sur l'automobile, je crois que l'année 2021 a été exemplaire. Il n'y a pas une publicité d'un constructeur automobile qui ne met pas en avant aujourd'hui ces modèles électriques ou électrifiés, que ce soit full batterie ou hybride rechargeable. Et les principaux constructeurs européens, mais également américains et japonais, ou japonais asiatiques d'ailleurs, sont aujourd'hui engagés dans une course effrénée pour développer des véhicules, une offre abondante de véhicules avec une expérience client, une expérience utilisateur qui soit à la hauteur de ces attentes, de ces véhicules qui se doivent effectivement d'être électriques, donc propres, connectés, ça a été évoqué, et peut-être demain autonomes ou du moins semi-autonomes. Moi, je crois qu'effectivement, la France et plus globalement l'Europe, parce que c'est quand même... Quand on regarde le marché automobile, il y a finalement 3 plaques. Vous avez l'Amérique, les États-Unis, Canada, l'Europe et puis l'Asie. Et je pense que les constructeurs européens ont toutes leurs cartes à jouer pour prendre la juste place qui est la leur dans cet environnement-là et rattraper, voire dépasser Tesla en ayant à la fois le meilleur de l'historique de l'industrie automobile, comment est-ce qu'on construit des voitures de qualité extrêmement confortables, mais en incorporant beaucoup plus aujourd'hui de technologies qui viennent de la tech. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils ont encore des efforts à faire. D'accord. On l'a évoqué, le temps de recharge du véhicule est un enjeu un peu complexe, puisque effectivement, là, on a eu l'habitude d'avoir les véhicules à essence où on rechargeait, on faisait le plein en 5 minutes à peu près, peut-être un peu plus, mais
Aujourd'hui, je crois que sur des bornes de recharge rapide, on est de l'ordre de 20 minutes, d'une demi-heure, si je ne me trompe pas. Mais pour obtenir ces 20 minutes, une demi-heure, quelles sont les contraintes? Qu'est-ce que ça nécessite en termes d'infrastructure et en termes de contraintes, la construction d'une borne électrique de recharge rapide? Alors, qui veut répondre? Les électriciens sont bien placés. Oui, enfin, alors, je pense que la question de la recharge, d'abord, je crois qu'il convient de dire que, ça a été dit, c'est un changement de paradigme, ça a été dit par mes deux collègues intervenants aujourd'hui, c'est un changement de paradigme. Alors, on a dit, on se branche systématiquement, quand on trouve un endroit où on se branche, on ne va pas faire le plein comme la station-service. Donc, la borne de recharge rapide, c'est quand même un peu effectivement l'équivalent de la station de charge rapide, la station-service, pardon, classique. C'est qu'il y a un moment donné, soit vous êtes en itinérance, soit vous avez un besoin immédiat de récupérer de l'autonomie. Mais ce n'est pas le seul moyen de recharge. Aujourd'hui, toutes les études le montrent, hein, il y en a de très nombreuses. L'essentiel de la recharge se fera dans les bâtiments, au domicile, dans les entreprises. Ça c'est important de l'avoir en tête, hein, c'est-à-dire que quand je suis un peu provocateur avec nos amis pétroliers, j'ai envie de dire que la station-service du futur, c'est quand même le bâtiment. Et donc là, il y a un effort d'adaptation des infrastructures électriques dans les bâtiments pour insérer ce nouvel usage de l'électricité au mieux possible. Ça va prendre un peu de temps, voilà, je veux dire, c'est un peu comme le déploiement des réseaux fibres, etc. Enfin, dans l'Internet, il faut que l'infrastructure suive, ça se met petit à petit à jour. Et puis à côté de ça, vous avez effectivement, pour des gens qui n'ont pas accès à des places de parking, pour des gens qui sont en itinérance, des besoins de bornes de recharge rapide. C'est indispensable, c'est un élément essentiel de réassurance pour permettre effectivement un développement massif du véhicule électrique. Et donc là, la question qui se pose, c'est d'abord la question du foncier. C'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve du foncier, hein, parce que ce n'est pas si simple. Tous les acteurs qui s'occupent d'électromobilité aujourd'hui ne partent pas sur la même ligne de départ. Effectivement, si vous possédez des stations-service, c'est peut-être plus facile d'implanter des bornes de recharge. Quoique, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a quand même une question d'espace. Il faut pouvoir laisser garer les véhicules. Après, évidemment, il y a une question d'accès à la puissance, c'est-à-dire est-ce que le réseau électrique est disponible, combien coûte un raccordement, et il y a des mesures, enfin Enedis qui est très présent sur ces sujets-là et accompagne tous les porteurs de projets, et qui plus est, il y a des dispositifs réglementaires qui permettent une prise en charge du financement du raccordement, d'une bonne partie du financement du raccordement, pour faciliter ces projets. Et puis après, il y a la question de la localisation, c'est-à-dire comment est-ce que vous placez ces bornes au bon endroit, de façon à avoir une fréquentation adéquate. Mais la contrepartie de ce point-là, c'est que il ne faudrait pas non plus qu'on développe finalement des réseaux de charge rapide uniquement là où vous avez des fréquentations. Parce qu'on voit bien quand même c'est aussi une logique quelque part d'un peu de service public de la recharge rapide, parce qu'il faut une couverture totale du territoire. Et là, on renvoie à une autre question qui est encore un peu devant nous, c'est les modèles économiques, c'est-à-dire comment est-ce que effectivement ces opérateurs de mobilité électrique qui déploient des infrastructures de recharge rapide, donc qui ont un coût, comment est-ce qu'ils peuvent vivre de leur activité? Donc, quel est le juste coût de la recharge rapide? Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des compléments de revenus ou des choses à mettre en place, au-delà des aides à l'investissement, pour que ces acteurs-là puissent assurer un service de qualité, et ceci dans la durée, et de vivre de leur métier? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais si quelqu'un veut compléter. Ouais, j'ajouterais la dimension nouvel usage, justement, qui est très importante, parce que effectivement, on entend parler beaucoup de ce phénomène de réassurance des stations de recharge rapide, mais évidemment, ça a un coût, puisque c'est un service quand même de très haute qualité, rechargé en 20-30 minutes, ça demande de la puissance, ça demande des installations, donc c'est forcément plus coûteux que de recharger tranquillement à la maison sur une prise de petite puissance où on a le temps et on ne change pas forcément d'abonnement. Néanmoins, ça veut dire aussi qu'en itinérance, il faut pouvoir avoir des lieux où on va se recharger assez facilement. Et là, je dirais, on reprend peut-être maille sur une emprise territoriale où on va avoir le temps de faire les choses. Et moi, je me rappelle mes grands-parents qui me racontaient quand ils partaient en vacances, ils mettaient plus de 12 heures pour voyager d'un endroit à l'autre sur leur lieu de vacances. Et ils prenaient le temps. Souvent, ils en profitaient pour faire des étapes et pour découvrir ce qu'il y avait autour. Moi, j'ai entendu plein d'histoires comme ça. Donc, de fait, ça veut dire que pourquoi ne pas reprendre du temps
pour découvrir ce qu'on a autour de nous, et c'est notamment le temps d'une recharge. Si on n'est pas sur une recharge foncièrement hyper rapide, qui dure 2-3 heures plutôt que 20 à 30 minutes, on aura peut-être le temps d'aller visiter un peu autour, de regarder s'il n'y a pas des nouveaux services qui peuvent se mettre en place comme ça. Et c'est là qu'il y a, je pense, une possibilité d'accès et de développer de nouveaux services complémentaires qui sont liés à ces mobilités. Alors, de quel type de nouveaux services on peut parler, là, par exemple? Touristique. De quel ordre? Touristique. On pourrait imaginer des lieux de tiers-vie où justement on va se mettre à travailler pendant 2 heures ou 3 heures pour les gens qui sont en déplacement. On pourrait avoir aussi des lieux où on va favoriser les circuits courts locaux. Il peut y avoir aussi des entreprises comme ça qui peuvent s'implanter plus facilement et sur lesquelles il y a plus de flexibilité dans les rapports mobilité-travail. Bon, il y a pas mal de choses et je suis sûr qu'il y a des gens extrêmement créatifs qui peuvent avoir des belles idées, qui vont aller plus loin et qui pourraient réenchanter le monde des mobilités. Enfin, oui, ce que je voudrais dire, c'est que jusqu'ici, on s'est amusé avec la voiture électrique, il faut bien le dire, y compris Tesla. Et la voiture électrique, c'est une affaire de geeks fortunés. Il n'y a que les gens riches qui peuvent s'acheter une Tesla. C'est donc pas l'avenir en réalité. Et c'est pas cet avenir-là, en tous les cas, qu'il nous faut construire, parce que ça n'est pas celui qui est au rendez-vous des enjeux éco-environnementaux qui sont devant nous. Il faut concevoir des solutions de mobilité qui soient économes en argent, économes en matières premières, économes en énergie. Et ça, c'est fondamental. Sinon, de toute façon, ça n'aura pas lieu. Et donc, le modèle Tesla, comme les modèles d'ailleurs des constructeurs européens qui n'ont sorti pour l'essentiel des voitures électriques que comme des voitures premium, encore une fois, c'est pour s'amuser, mais ce n'est pas pour faire la vraie mobilité de demain. La vraie mobilité de demain, d'abord, on axe beaucoup les choses sur les grands déplacements avec les stations d'autoroute. Ça représente 5 à 10% des usages de voitures. C'est ridicule, c'est négligeable. Certes, c'est utile, c'est nécessaire, mais enfin, ça n'est que 5 à 10%. On n'a pas attaqué les 95% des autres usages des voitures. C'est-à-dire que 95% des voitures, elles ne font dans leur journée que moins de 40 km. Et il n'y a pas besoin pour ça d'avoir une batterie de 300, 500 km d'autonomie qui pèse lourd, qui consomme de l'énergie à transporter et qui coûte cher et qui consomme des matières premières à fabriquer, etc., etc. Donc il faut, en fait, la réalité, c'est que l'essentiel des voitures électriques dans l'avenir seront des petites voitures à petite batterie et qui se rechargeront la nuit pendant qu'on dort ou le jour pendant qu'on travaille, ça a été dit, ou qu'on fait ses courses, ou etc. Et puis, bien sûr, il y aura quand même quelques bornes de recharge rapide pour des situations particulières ou des usages professionnels ou des choses comme ça. Mais ça n'est certainement pas le joujou qu'on a fait jusqu'ici qui préfigure l'avenir de la voiture électrique, j'insiste là-dessus. Et je dirais même, ça ne préfigure pas l'avenir de la mobilité. Parce que la mobilité demain ne sera plus la mobilité comme aujourd'hui où on fait tout avec sa voiture. La mobilité de demain sera la mobilité comme un service. C'est-à-dire que j'ai besoin, tout seul, ou avec ma famille, ou avec mes bagages, d'aller d'un point A à un point B. Et donc, j'ai une application digitale qui va me dire comment je vais faire pour aller du point A au point B, combien ça va me coûter, éventuellement avec des points intermédiaires où je vais prendre un premier trajet en train jusqu'à une gare, un deuxième trajet en voiture électrique jusqu'à un deuxième point, et je finirai mon trajet à pied ou en trottinette électrique, et tout ça pour le prix du billet. Voilà. Donc c'est bien tout ça qu'il faut mettre en œuvre, et en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas seulement la disponibilité de l'énergie, la disponibilité des ressources, mais que plus globalement, ça coûte moins cher, le moins cher possible, et que ça consomme le moins de matières premières et d'énergie possible. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis attention à ne pas courir après le passé, comme l'a fait Tesla, mais bien à préparer l'avenir dont nous avons besoin. Alors, c'est une transition en or, puisqu'en fait, on est en train d'aborder la question du smart charging. Alors, le smart charging, on va à la fois continuer à consommer, c'est-à-dire qu'il faut alimenter le véhicule en électricité, mais dans la préparation, c'est vrai que j'ai découvert que le véhicule peut rendre de l'électricité. Donc, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu, nous expliquer ce que c'est que le smart charging ?
Oui, bon, déjà, en fait, si je voulais faire une boutade, je dirais c'est la recharge intelligente. Il y a une traduction totalement littérale. Donc, non, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce vocable du smart charging? C'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de question autour de l'énergie, il y aura assez d'énergie. Maintenant, vous le savez, l'électricité se stockant peu ou se stockant mal, on a des pointes de consommation, notamment en France, en hiver, le soir, on va dire à partir de 18 à 20h, 22h, quand il fait froid, et que finalement, on a le cumul de l'usage cuisson et de l'usage chauffage. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle la thermosensibilité de notre système électrique. Et il ne faudrait pas que finalement on vienne, vous rentrez à domicile après une journée de travail, vous branchez votre véhicule et que celui-ci se charge tout de suite, vous rentrez à 18-19 heures, et que vienne superposer un autre usage. C'est d'autant plus inutile que par nature, le véhicule électrique, c'est une partie batterie, et donc on est en train de stocker de l'électricité. Et donc derrière ce vocable de smart charging, on met en place en fait différents systèmes. Le premier, si je reprends mon exemple du ballon d'eau chaude tout à l'heure, c'est ce qu'on fait depuis les années 70, c'est pas très IoT, c'est le signal qui fait qu'on décale le ballon d'eau chaude à 22h avec un signal qui est envoyé par nos amis d'Enedis et on démarre un certain nombre d'équipements à partir de ce moment-là où le réseau électrique est moins contraint et moins chargé parce qu'il y a un certain nombre d'usages comme la cuisson qui ne sont plus là. Ça, c'est le premier niveau de smart charging et on a des tarifs heure pleine, heure creuse. Et donc, finalement, on vous garantit que vous allez recharger votre véhicule électrique en heure creuse. Si vous commencez à charger votre véhicule à 22 heures, il sera très largement plein le lendemain matin à 7 heures quand vous en aurez besoin. Maintenant, ça, c'est le passé. On voit bien qu'on est aujourd'hui dans un monde d'objets connectés. On a dit le véhicule est un objet connecté, la maison est un objet connecté, et tout ça, ça fonctionne. Et du coup... c'est intéressant peut-être d'aller beaucoup plus loin dans ce pilotage de cette charge, c'est-à-dire que effectivement saisir les opportunités de nuit quand on a de l'électricité disponible, mais on a aussi de plus en plus d'énergie renouvelable. On peut très bien avoir des moments où on a de l'éolien présent, on a du photovoltaïque qui produit, et donc c'est pas forcément à 22h, uniquement à 22h, à partir de 22h le soir on peut avoir des opportunités de charger ce véhicule électrique à d'autres moments. Et là, on commence à rentrer dans une logique de service de pilotage de cette charge de véhicule et qu'on peut placer à d'autres moments. Et quand on réfléchit un petit peu aussi à ce sujet-là, on voit quand même qu'on a des batteries qui, on a dit, tout à l'heure, c'est Gilles qui l'a dit, le véhicule moyen, il fait 40 km par jour en moyenne. On a de plus en plus des batteries qui vous permettent d'avoir 400 km. Donc, autrement dit, 10 jours d'autonomie. Et donc, quand vous commencez à réfléchir comme ça à ces systèmes-là et que vous couplez, par exemple, des données météo qui sont de plus en plus précises, on est aujourd'hui capable de prédire s'il y aura de l'ensoleillement, s'il y aura du vent. On peut avoir des stratégies de recharge de ce véhicule électrique qui sont beaucoup plus avancées et qui vous permettent finalement de maximiser cette insertion des énergies renouvelables en déclenchant la charge de votre véhicule électrique au moment les plus opportuns. Et ça, c'est quand même assez enthousiasmant comme perspective de se dire demain, je vais pouvoir rouler avec mon véhicule électrique et de l'énergie que j'aurai produite localement, que j'aurais produite peut-être sur mon toit, si j'ai moi-même des panneaux photovoltaïques, ou qui vient du parc éolien, qui n'est pas si loin que ça de chez moi. Et puis après, la dernière brique de smart charging, c'est effectivement ce qu'on appelle le véhicule to home ou le véhicule to grid, qui, pour la petite histoire, a été développé notamment par les constructeurs japonais post-accident de Fukushima au Japon, où, pour le coup, ils avaient arrêté pas mal de centrales nucléaires, et donc il y avait une vraie pénurie d'électricité, ils avaient des vrais problèmes à la pointe du soir, notamment avec les cuiseurs de riz, puisque c'est quand même un équipement électrique très utilisé au Japon, et ils ont commencé à développer ces technologies où finalement le véhicule électrique, il rentrait le soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme il avait encore de l'énergie dans sa batterie, il y avait de l'énergie résiduelle, la totalité de la batterie n'avait pas été utilisée pour les déplacements de la journée, c'est le véhicule qui alimentait la maison, le véhicule to home. Voire, dans une autre définition un peu poussée, c'est que non seulement il alimente la maison, mais peut-être il réinjecte sur le réseau et il vient en soutien à des moments où la production est peut-être pas satisfaisante. Dit autrement, on voit bien qu'avec le véhicule électrique et toute cette flexibilité, le véhicule to grid, c'est vraiment la brique ultime du smart charging. Au lieu d'avoir une courbe de charge finalement avec des pics assez importants et des bas assez importants, on est capable de lisser cette courbe de charge et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus plat. Et du coup, on rentre dans un cercle extrêmement vertueux parce que, avec le véhicule électrique, on contribue à décarboner les transports. Mais avec le véhicule électrique
compatibles véhicules to grid, on contribue à mieux insérer des ENR dans le mix énergétique européen. En France, ce n'est pas extrêmement important parce qu'on a déjà un mix extrêmement décarboné, mais ça veut dire que quelque part en Allemagne, on peut remplacer des centrales charbon par une meilleure intégration du photovoltaïque ou de l'éolien. Et donc on contribue à plus décarboner finalement aussi le secteur de la production d'électricité, et tout ceci au bénéfice de la société, parce qu'on a moins besoin de moyens de production, et aussi au bénéfice de l'utilisateur, parce qu'évidemment, quand ce dernier réinjecte de l'énergie qu'il a dans son véhicule sur le réseau électrique, il est rémunéré pour ça. Et je crois que ça, c'est vraiment intéressant, et c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on imagine un peu ce futur, et Smart Charging, c'est tout ça, en fait. Voilà. Alors, François, on parle d'équiper en borne de recharge. Il va falloir changer les véhicules aussi. C'est beaucoup de compétences. Pour rester sur les bornes de recharge, est-ce qu'on a cette compétence aujourd'hui pour installer en équipement, remplir les besoins qui vont répondre aux besoins qui vont émerger en termes d'équipement de bornes de recharge? Est-ce qu'on a toutes les compétences? Est-ce que ça va commencer à coincer? Comment ça se passe? Alors, les compétences, on les a au sens savoir-faire. Par contre, en nombre, face à la vague d'infrastructures, de bornes, notamment pour tout ce qui est les maisons, Gilles en parlait tout à l'heure, les maisons, les entreprises, où il y a beaucoup d'infrastructures, mais très nombreuses et pas forcément si complexes que ça, mais néanmoins, c'est des objets communicants qui sous-tendent une problématique électrique, donc un risque électrique, du télécom, et donc des objets communicants avec une sécurité à mettre dedans et puis des logiciels à mettre à jour. C'est quand même assez global. Donc on a les compétences, mais il n'y en aura pas assez pour installer tout. Donc il y a un bon point où il y a des transferts de compétences à avoir dans cette filière, notamment filière automobile, qui peut être assez pertinent de faire. On aura besoin de moins d'entretien sur ces véhicules-là. Donc il y a tout un pan de métier, il y a moins d'huile par exemple, donc il y a tout un pan de métier qui devra évoluer. Et on pourrait d'emblée penser dans la filière à convertir, transformer les compétences des différents techniciens qui existent pour justement permettre ces installations. Parce que quand on dit installation, oui, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il faut maintenir. Parce que ce sont des équipements qui bougent, donc qui nécessitent par exemple de resserrer quelquefois les vis. Donc il y a toute une problématique de serrage, une problématique mécanique aussi pour les trappes. Il y a tout un tas de choses à faire sur cette infrastructure pour la faire durer plus longtemps, pour la rendre plus économique, plus écologique aussi, puisque à ne pas changer l'infrastructure, ça permet justement de faire des économies, éviter d'avoir de recours à toujours des nouveaux produits, des nouveaux matériels. Donc il y a une vraie problématique de RH, je dirais, pour pouvoir justement avoir suffisamment de personnes en France sur ce sujet. Gilles, est-ce que l'écosystème a pris la nature du problème en main? Est-ce qu'il ouvre des centres de formation? Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, ce que dit François Catino récapitule bien déjà la problématique de la compétence électrique et des acteurs qui doivent réaliser les infrastructures. Moi, je voudrais rajouter quand même une dimension qui aujourd'hui n'est pas correctement prise en main. Elle l'est déjà en bonne partie, notamment par les membres de la FIREF, parce que nous sommes consacrés à ce sujet de l'itinérance. Mais je veux parler des aménageurs d'infrastructures. Et par exemple, je vais vous donner un exemple concret, les grands commerces qui ont des parkings. Toutes les grandes marques que vous connaissez, Lidl, Leclerc, Carrefour et compagnie, qui traditionnellement distribuent de l'essence, commencent à se dire faut qu'on mette aussi des prises pour aussi finalement distribuer l'électricité aux voitures électriques. Mais ils le font, je dirais, n'importe comment. C'est-à-dire que concrètement, ils ne s'organisent pas. Alors, à l'exception d'un seul, qui aujourd'hui est membre de la FIREF d'ailleurs, et qui, effectivement, lui, a compris et s'organise. Mais sinon, les autres, c'est chaque magasin qui se débrouille dans son coin, qui dit, je vais installer quelques prises de courant par-ci, par-là, et puis ça ira bien. Et donc, en fait, même si la prise de courant a la forme d'un potelet bien emballé, qui résiste à la pluie et tout ce qu'il faut, mais il n'empêche qu'il y a une dimension qui est essentielle, c'est que c'est un objet communicant. Il faut que ce soit un objet communicant.
Donc il faut qu'il soit connecté au réseau télécom. Et puis surtout, il communique avec un superviseur, un système de supervision informatique qui est là et qui sait à tout moment si le point de recharge marche, si quelqu'un est connecté, si quelqu'un demande à se connecter, etc., et qui soit capable de le gérer en temps réel et en même temps aussi de faire connaître son existence pour que, justement, les conducteurs de voitures qui circulent, qui sont à 10 km de là et qui vont arriver dans le coin dans pas longtemps, puissent le voir sur un écran, sur la carte, en disant bah, « Tiens, là, il y a des points de recharge. Ah ben oui, ils sont disponibles, donc je vais y aller. » Mais tout ça, ça n'est possible que si le digital est en place, c'est-à-dire que si ces points de recharge sont connectés informatiquement à un système de supervision et que ce système de supervision, bien sûr, rentre dans toute cette intelligence de gestion et de partage collectif qui est nécessaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément bien parti parce que tous les aménageurs d'infrastructures de recharge n'ont pas compris cela et ne savent pas correctement le mettre sur pied. Alors, c'était vrai au début puisque les collectivités ont été les premières finalement à créer des infrastructures de recharge et au début elles faisaient de la même façon. Bon, maintenant le message est bien passé, les collectivités savent justement s'ouvrir à l'itinérance, s'ouvrir à l'accès des visiteurs, etc. avec des moyens qui ne sont pas forcément des badges locaux par exemple, distribués localement. Mais vous avez encore beaucoup d'aménageurs de bornes qui doivent être rendues, qui sont par nature accessibles au public, les grands commerces, les hôtels, les restaurants, etc., qui doivent rentrer dans ce jeu-là et qui aujourd'hui n'ont pas forcément bien saisi cette dimension de l'infrastructure qu'ils doivent installer et qui effectivement représente une certaine complexité, un certain coût, c'est pas seulement installer une prise, quoi. Oui, bien sûr. Merci. Alors moi je viens d'une région, Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est pas la seule, qui est très mobilisée sur l'hydrogène, sur la filière hydrogène. Il y a un plan hydrogène, je crois aussi au niveau national, et notamment dans les véhicules, les bus, etc. Ces deux technologies-là, c'est des technologies complémentaires, c'est des technologies concurrentes. Comment va se passer le match entre l'électrique et l'hydrogène? Si match il y a. Il ne faut pas le voir comme un match, il faut voir comme un vecteur énergétique différent. Car de toute façon, un véhicule à hydrogène est fondamentalement un véhicule électrique, un moteur électrique qui permet de le mouvoir. Mais c'est ce vecteur énergétique qui permet d'acheminer l'électricité d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il y a une hydrolyse au début, donc qui nécessite de l'électricité pour essayer d'obtenir cette molécule d'hydrogène qui est difficile à transporter. Le dire aussi, ça on oublie, très petite, donc elle se faufile partout, très difficile à transporter et qui après nécessite ce qu'on appelle une pile à combustible qui transforme donc cet hydrogène stocké dans un réservoir de nouveau en électricité pour pouvoir mouvoir le véhicule. Donc il faut bien parler de ça. À l'heure actuelle, il y a énormément d'investissements mis sur ça pour essayer de fabriquer d'une manière vertueuse de l'hydrogène. Actuellement, l'hydrogène est plutôt fabriqué dans le monde industriel, autour des raffineries, mais par ce qu'on appelle de l'hydrogène rouge, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la fragmentation de méthane, donc de molécules fossiles, donc qui émettent aussi des gaz à effet de serre. Donc l'enjeu sur cela, c'est de faire que le rendement énergétique entre la génération d'hydrogène jusqu'à l'utilisation mécanique du véhicule soit pertinente. À l'heure actuelle, c'est de la physique fondamentale. Le rendement pour pouvoir faire cette transformation énergétique n'est pas vertueuse en termes de rendement. Donc pour l'instant, le plus vertueux en termes de rendement, c'est ce qu'on appelle l'électricité directement transformée en énergie mécanique, qui est un rendement meilleur que le rendement du thermique, c'est-à-dire du diesel, du kérosène ou de l'essence. Mais il y a beaucoup d'investissements mis sur ça pour essayer de faire mieux. Donc peut-être qu'on arrivera à trouver quelque chose de magnifique, une innovation un jour, mais pour l'instant, on en est loin. Et dernière question, parce que le temps passe très vite, mais pour cette table ronde, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand on regarde les publicités des véhicules à la télévision maintenant, il y en a au moins 3 sur 4 qui sont pour des véhicules électriques.
Mais par rapport au panorama que vous avez dressé, quand est-ce que je vais pouvoir, moi, acheter une voiture électrique, des panneaux solaires, une petite éolienne, recharger ma voiture avec ces vecteurs d'énergie renouvelable? C'est pour quand tout ça? Il va falloir attendre que l'offre, comme Gilles le décrivait tout à l'heure, l'offre soit accessible à tous. Pour l'instant, ce sont que des objets, des produits qui sont chers, donc avec un prix qui baisse, le prix sur la batterie, des batteries dont on n'a pas besoin qu'elles soient aussi grosses finalement. Et donc il y a un marché aussi. Il y a un marché du neuf qui va un jour se transformer en marché de l'occasion. Et c'est ce qu'on pense nous chez Mobilise. En tout cas, c'est là que la charnière va se faire. Donc c'est beaucoup les entreprises qui achètent des véhicules électriques, 2 tiers, 1 tiers. Et donc quand ces véhicules vont arriver sur le marché, c'est là que ça va commencer à avoir un phénomène d'accélération. Donc on pourrait prédire 3-4 ans, c'est là qu'on va atteindre plutôt un mass market. Merci. 3-4 ans aussi pour vous, messieurs? Ça vous paraît... Oui, enfin, je pense qu'effectivement, ça a été dit, hein, pour l'essentiel, les véhicules neufs rentrent quand même par des véhicules d'entreprise, via des loueurs courte durée, des loueurs longue durée. Donc on sait que ces véhicules-là vont rester entre 6 mois et de 6 mois à 4-5 ans. Et donc la massification, la disponibilité massive des véhicules électriques, pour l'essentiel des Français, hein, parce que quand ils se vendent un véhicule neuf, ils se vendent entre 5 et 6 véhicules d'occasion, ça va prendre encore un peu de temps. Pour autant, quand vous regardez sur des sites spécialisés de vente de véhicules d'occasion, je ne citerai pas les noms, mais enfin en 2019, vous aviez à peu près 3000 offres de véhicules électriques d'occasion en vente. Quand vous regardez maintenant sur le même site, je me prête assez souvent à l'exercice, vous êtes à 13 000. Donc, et j'entends ce que disait Gilles, hein, je comprends son propos, je ne suis pas toujours en face. Effectivement, une partie de l'innovation des véhicules électriques est rentrée plutôt par des véhicules haut de gamme, mais on a connu ça aussi sur l'ABS, sur les airbags. Il y a les constructeurs automobiles, et évidemment, ils rentrent par du marché premium. Mais enfin, vous avez aussi des véhicules électriques, vous avez Citroën Ami qui sont des tout petits véhicules, vous avez l'offre qu'a pu faire Renault avec sa Dacia électrique. Vous avez quand même un certain nombre de véhicules qui sont un peu plus accessibles, qui restent quand même relativement chers en véhicules neufs, hein, mais je pense que c'est en marche. Mais en revanche, c'est vrai, il faut pas. Enfin, la réussite du véhicule électrique, c'est surtout pas d'avoir une fracture sociale avec, si je caricature, des bobos parisiens qui roulent propre et puis des gens à la campagne qui roulent au diesel sale. Donc, on aura cette vraie réussite du véhicule électrique quand effectivement ça va commencer à se déployer dans le véhicule d'occasion. D'accord, merci. On a le temps pour une question de la salle. S'il y a une question dans la salle. Pas de questions. Je vais juste rebondir sur la fracture. Je vais vous demander de vous lever et puis le micro qui est juste à côté pour que vous puissiez être enregistré dans le... Voilà. Oui, c'était juste pour rebondir sur la fracture. Vous parlez de fracture, en fait, de ceux qui peuvent rouler peut-être à l'électrique et ceux qui ne pourront pas. Dans le monde de la campagne, on fait plus de 40 km par jour. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser. Parce que autant je pense que de viser l'économie, enfin l'usage du véhicule électrique dans les métropoles, oui, ça peut fonctionner. Mais dans les campagnes, moi je sais, j'y vis, 40 km, c'est souvent ce que les gens font pour aller au travail, et la même chose pour le soir. Et il n'y a pas d'infrastructure en fait, de recharge électrique. Donc si on veut que ce soit national, il va falloir aussi adresser les campagnes et pas ne penser qu'aux villes. Non, enfin, vous avez parfaitement raison. C'est qu'effectivement, on peut avoir effectivement dans des zones un peu plus rurales des gens qui, pour aller au travail, parcourent des distances significativement plus élevées et qui donc ont un intérêt plus important à basculer à un véhicule électrique qui est plus économe. Alors, par chance, souvent, ils habitent quand même dans des endroits où ils ont une place de parking, voire un garage pour mettre leur véhicule et donc peuvent faire l'essentiel de la recharge. Mais oui, enfin, encore une fois, je pense que c'est tous ensemble qu'on peut réussir cette mobilité électrique et donc il faut accompagner chacune des situations et éviter la création, je l'ai dit tout à l'heure, de zones blanches. Hein, en fait, hein, ça c'est un vrai sujet. Je crois que c'est un bon mot de la fin, tous ensemble pour réussir la mobilité électrique. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été très intéressant de préparer cette conférence et de l'animer avec vous. Je vais vous demander de remercier nos intervenants et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci.